Bonjour. Donc on va essayer de voir ce qu'il y a de nouveau dans le traitement conservateur de la gonarthrose et vous verrez que la nouveauté, elle n'est pas forcément là où on l'attendait il y a une dizaine d'années en arrière. Je dirais presque un peu malheureusement. Ce qu'on entend encore beaucoup trop souvent, c'est que l'arthrose, c'est un problème d'usure. Alors, non seulement c'est faux, mais en plus, ça crée toute une dynamique dans le traitement qui est probablement fortement contre-productive. Je ne vais pas vous prouver que c'est faux en entrant dans toutes ces voies métaboliques qui sont impliquées dans la gonarthrose. Je pense que ce n'est pas très utile à ce stade. On va plutôt procéder cliniquement. Il y a un certain nombre de phénotypes qu'on peut reconnaître et qui vont guider d'une certaine manière les choix du traitement conservateur. D'abord, se souvenir que la radiographie est un élément, mais ce n'est pas le seul du diagnostic, et que le lien entre l'intensité des symptômes, les répercussions fonctionnelles et les éléments radiologiques qu'on va pouvoir trouver sont assez faibles, assez ténus, et donc il ne faut pas se fixer sur la radiographie comme manière de conduire son traitement. Il y a clairement des problèmes biomécaniques, surtout dans la gonarthrose, et donc on peut faire appel à un moment donné à des moyens comme l'orthèse et la physiothérapie. Il y a clairement l'implication de voies qui sont de l'ordre de l'inflammation, même si ce n'est pas classé dans les maladies inflammatoires, et ça va influencer nos traitements. Et puis il y a des phénomènes de sensibilisation centrale, périphérique, de nociplasticité, comme on dit maintenant, qui peuvent aussi entrer en ligne de compte et expliquer d'ailleurs une partie des mauvais résultats qu'on peut de temps en temps avoir avec la chirurgie. Là où on aurait espéré beaucoup d'amélioration, c'est dans notre compréhension, enfin beaucoup d'amélioration thérapeutique, c'est dans l'amélioration de la compréhension des mécanismes du métabolisme du cartilage et de l'os sous-contral. Et malheureusement, vous verrez que c'est pas si évident et que les promesses d'il y a 15 ans ne se sont pas tout à fait réalisées, loin s'en faut. Et puis, la perte de poids, vous verrez qu'il y a un certain nombre de patients avec un problème d'obésité, qu'au niveau clinique et au niveau de la douleur pure, c'est intéressant. On parle de gonarthrose en pensant à un certain nombre de symptômes comme la douleur et la limitation des activités. C'est évidemment le plus fréquent, mais vous voyez qu'il y a toute une série de présentations cliniques avec des raideurs, avec des instabilités, avec des répercussions psychologiques que les patients mentionnent et dont il faut absolument tenir compte dans l'anamnèse. Et donc pour adapter son traitement au mieux, l'anamnèse, elle doit évidemment évaluer la douleur, mais elle doit surtout évaluer la fonction, les répercussions fonctionnelles, les répercussions sur le sommeil, les troubles de l'humeur qui peuvent être secondaires à l'impact de la gonarthrose et les répercussions sociales ou professionnelles. Puis spécifiquement par rapport au genou, on va chercher les défauts d'axe, puisqu'il y a un côté biomécanique, les limitations de l'amplitude articulaire, la présence d'épanchement, des signes d'instabilité sont des choses qui vont guider, moduler l'approche thérapeutique. Alors la première ligne de traitement qu'on donne depuis de nombreuses années, mais qui semble toujours avoir beaucoup de peine à passer, c'est informer et éduquer. Et informer, justement, c'est ne pas dire c'est une question d'usure. Informer, c'est dire que les symptômes ne sont pas inéluctables, qu'il y a des poussées et des moments où ça va mieux, qu'il ne faut pas suivre la radiographie, mais l'évolution clinique, que le mouvement doit être au centre du traitement et pas le repos, et que pour ça, il faut s'appliquer à diminuer les craintes et les appréhensions qu'un bon nombre de patients vont présenter face à leur douleur du genou. Et de manière tout à fait corrélative, l'axe de traitement principal, c'est de la physiothérapie, toujours et encore, mais de la physiothérapie active. Et c'est encore dommage que ce ne soit pas toujours le cas lorsque l'on adresse nos patients. Donc ça vaut la peine de ne pas seulement faire une prescription marquant 9 séances de physiothérapie, mais de bien indiquer ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est qu'on fasse du renforcement musculaire, des exercices contre résistance, améliorer la proprioception avec des exercices d'équilibre, exercices de marche, une amélioration de l'endurance en général avec des exercices d'aérobie. Et le but, c'est de conduire vos patients progressivement jusqu'à qu'ils puissent faire 2 à 3 heures d'exercice ou d'activité physique par semaine.
Laquelle? Alors il y en a qui vont chacun à sa petite chapelle, il y en a qui vont dire la natation, d'autres qui vont dire le tai chi, etc. Finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est le plus important dans l'histoire, c'est qu'ils le fassent vraiment. Et c'est là où ils doivent compter sur vous et sur le binôme avec le physiothérapeute pour arriver à ça. Donc il faut aller au niveau de la motivation, des désirs, des attentes des patients, plutôt que de conception que vous auriez vous sur ce qui est mieux ou moins bien. La perte de poids, en moyenne dans les études chez les patients obèses, 5 kg, c'est 1 point sur les VA. Et franchement, ça vaut donc la peine d'entrer en discussion sur ce sujet spécifiquement et éventuellement de s'associer avec des spécialistes pour aider à la perte pondérale. Les orthèses, elles vont défendre en particulier des défauts d'axe. Elles sont particulièrement intéressantes quand il y a une arthrose unicompartimentale. Par contre, quand il y a des sensations de lâchage ou d'instabilité, des genouillères peuvent avoir un effet antalgique et aider à la remobilisation. Dans un deuxième temps, une fois que la proprioception et la force elles sont au point, les phénomènes ou les sensations d'instabilité vont disparaître et il n'y aura plus besoin de genouillères. Dans les traitements pharmacologiques, il y a ce qu'on appelle l'action rapide. Alors dans l'action rapide, ce qui est actuellement promu au premier plan, c'est les AINS topiques. Pourquoi? Parce que ça marche bien, on a pu montrer qu'il y avait une bonne diffusion dans la synoviale, etc. Mais aussi parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc c'est un bon rapport entre efficacité et effet secondaire. Le paracétamol, probablement plutôt un peu moins efficace. Les AINS péros, vous connaissez leurs limites au niveau gastro-intestinal et cardiovasculaire chez ces patients qui sont souvent polymorbides. Le tramadol, on sait les difficultés des opiacés en général. Au long terme, il pourrait, dans certains suivis de cohortes, qu'on trouve une certaine augmentation de mortalité. Et donc, je pense qu'il ne faut pas le bannir complètement, mais il faut le savoir, l'utiliser plutôt à petite dose, une fois de plus avec l'objectif d'aider à bouger. Si la prise de tramadol permet effectivement de mieux faire ses exercices, de mieux sortir, de mieux marcher, de mieux faire son activité quotidienne, alors ça peut valoir la peine pendant un moment de le mettre. Et puis après, vous aurez l'effet antalgique de l'exercice lui-même qui se développe sur le temps et vous pouvez vous passer de ce type de drogue. Et puis la duloxétine, pourquoi? Parce que je parlais de nociplasticité tout à l'heure, effectivement. Donc on voit l'effet dans les études randomisées contrôlées de la duloxétine sur la douleur de la gonarthrose. Les patients aiment souvent aussi les traitements un peu alternatifs. Alors, donc, sont souvent pas remboursés ou alors par les complémentaires. Il y a dans les études randomisées qui ont été faites, qui montrent peut-être une action au-delà de l'effet placebo. Il y a la curcuma, pour autant qu'elle soit modifiée de telle manière à être vraiment biodisponible, parce qu'autrement, il vous faut manger des kilos de curcuma pour avoir suffisamment de curcumine. Et puis l'arpagophytum qui a montré une certaine efficacité sur la douleur. La chondroïtine sulfate, c'est un vieux médicament, mais qui persiste à montrer donc c'est un mécanisme d'action lent cette fois, donc il faut le donner 2-3 mois, comprimé par jour, 800 mg, et puis on voit apparaître au fil des semaines, au fil des mois, une certaine efficacité qui va se mesurer en réduction de la prise d'autres médicaments d'action rapide. La glucosamine n'est pas remboursée chez nous, certains l'utilisent surtout aux États-Unis, et puis les Français aiment bien les insaponifiables de soya et d'avocat. Alors il y a une étude ou deux dans les fin des années 90, début des années 2000, qui montrait effectivement qu'il y aurait peut-être un petit effet antalgique supérieur au placebo. Est-ce qu'il faut faire des infiltrations et lesquelles? Alors, le premier traitement en infiltration, c'est la cortisone. La cortisone, ça a un effet antalgique, surtout quand il y a un épanchement. Franchement, s'il n'y a pas d'épanchement, si vous avez un genou sec, ce qui est quand même fréquemment le cas, l'intérêt de faire une infiltration de la cortisone, il est à peu près nul. Le problème, c'est qu'on a une étude récente qui montre que quand on le répète trop souvent au fil des années, 3 à 4 fois par année, et puis on continue sur plusieurs années, il pourrait y avoir un effet structurel avec une arthrose qui s'aggrave un peu plus vite chez les gens qui ont reçu de la cortisone. Et puis le deuxième problème, c'est que les chirurgiens, les orthopédistes veulent attendre, alors ça dépend des écoles, mais entre 3 et 9 mois après la dernière injection de cortisone, parce qu'autrement, il y a un risque d'augmentation d'infection post-opératoire.
Donc c'est à utiliser dans des bonnes indications quand il y a un gros épanchement et qu'on n'arrive pas à faire façon, mais à ne pas abuser. L'acide hyaluronique, ça fait 15 ou 20 ans qu'on en parle, beaucoup, des tonnes d'études, un bon effet placebo, largement supérieur à ce qu'on peut avoir avec un topique ou avec un comprimé, avec clairement des patients qui répondent magistralement et qui pendant 6 à 9 mois vont pratiquement plus prendre de médicaments Péros. Le problème, c'est que c'est évidemment pas tout le monde, on est dans l'ordre de 50 à 60% de réponses de cet ordre-là, et puis c'est pas remboursé ni par la LAMAL ni par les complémentaires en Suisse. Du coup, d'autres ont essayé d'autres injections, alors les concentrés plaquettaires, le PRP, qui nous vient de la médecine du sport, pas remboursé non plus, mais surtout, en tout cas, la dernière méta-analyse qui est sortie l'année passée montre qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'avantages par rapport à l'acide hyaluronique ou par rapport au placebo. Et puis, ce qu'on a pensé être les traitements du futur, il y a eu pas mal d'échecs, les anti-L1, les anti-CGRP et d'autres. Et donc, ce qui a l'air d'être dans les pipelines actuellement, il y a des essais de faire de la capsaïcine intra-articulaire, avec une étude randomisée contrôlée sur un peu plus de 100 patients, et des effets qui ont l'air de persister sur 6 mois. Il y en a qui essayent de faire de la cortisone à durée de vie prolongée pour avoir moins besoin de faire d'injections. On a vu les limites tout à l'heure de la cortisone intra-articulaire. Les cellules souches mésenchymateuses, c'est une grande voie d'investigation. Il y a énormément d'études qui sortent ou qui sont prévues. Et puis, c'est un petit peu la déception. C'est là-dessus que beaucoup ont misent toujours. Mais jusqu'à maintenant, les protocoles sont extrêmement hétérogènes. Les études sont, il faut le dire, pas très bien ficelées. Beaucoup de biais. Les groupes contrôles sont assez mauvais. Et donc, on a vraiment de la peine à penser qu'il y a quelque chose qui est en train vraiment d'émerger de manière prépondérante et où on a envie vraiment de mettre nos billes dedans pour le moment. L'autre grande déception, c'est les anti-NGF, Nerve Growth Factor, qui sont en développement depuis 15 ans, qui ont été arrêtés en raison d'effets secondaires, qui ont été repris, qui ont été réarrêtés, et puis qui reviennent depuis 2-3 ans sur le devant avec quelques modifications. Donc les effets secondaires qui sont apparus, il y a évidemment des paresthésies, puisque c'est un facteur de croissance nerveux, mais souvent ça passe avec le temps et ça ne fait pas tellement stopper les études et les patients de la prise du médicament. Par contre, il y a un certain nombre de patients qui développent quelque chose qui est entre l'arthrose rapidement progressive et la nécrose aseptique. Et on arrive à des chiffres, en tout cas quand on était dans les premières années d'investigation de ce médicament, ou de ces médicaments, on était jusqu'à 3% de gens qui développaient tout d'un coup une grosse arthrose progressive ailleurs. Donc on voulait traiter pour la gonarthrose et puis ils se retrouvent avec une homarthrose. Donc c'est pas très très rassurant. Il semble qu'il y ait un fort lien avec la dose, donc il faut réduire la dose. Et peut-être avec la comédication par anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc les nouvelles propositions, c'est d'en mettre moins et sans INS. Les études sont en cours, on a clairement perdu en efficacité. Quand on était sur les doses de base, c'était assez booming comme traitement, assez impressionnant. Là, on a clairement perdu en efficacité, il faudra voir si c'est vraiment, si ça vaut la peine, et chez qui bien choisir les patients. On va se retrouver avec un traitement probablement assez cher on va devoir réduire le nombre de patients que ça va concerner. Et donc, alors, où est la nouveauté de ce matin ? La nouveauté de ce matin, elle s'appelle GLAD. Donc, Good Life with Osteoarthritis, et le D, c'est pour Danemark, parce que là, c'est là que ça a été développé. Et puis, petit à petit, c'est un programme qui s'étend à d'autres pays, en particulier le Canada, l'Australie et d'autres, et la Suisse depuis un peu plus d'une année. Donc on a le GLAD suisse qui concerne, tout ce que je vous ai dit parlait essentiellement de la gonarthrose, mais en gros, grosso modo, est valable pour la coxarthrose, et ce programme-là, effectivement, s'adresse à la gonarthrose et à la coxarthrose. C'est une équipe de cliniciens et d'épidémiologistes qui ont simplement mis ensemble ce que je vous ai raconté ce matin
Et ce que je vous ai raconté ce matin, c'est que le centre du traitement, qui est vraiment efficace, mais qui est toujours aussi peu appliqué, c'est de faire de l'éducation thérapeutique et des exercices, et de coupler les deux de manière intelligente. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est un programme où on va faire un bilan de début et un bilan de fin. On va faire des séances d'exercices en groupe, principalement, mais au début individuel, pour adapter le niveau à chaque patient. Et puis 2 séances d'éducation thérapeutique en groupe. C'est un programme qui est ficelé, c'est-à-dire qu'en gros, tout est prévu en boîte et les physios délivrent ça. Et donc, assez homogène entre les différents cabinets qui vont le délivrer. Et puis, ce qu'on va surtout chercher, c'est le petit schéma qui est en bas, en fait, c'est d'amener ces patients quelque part. Si on reste avec trop peu de douleur, avec une EVA trop faible, souvent on a de la peine à les faire progresser. Donc on peut les faire aller un peu dans la douleur, mais finalement il ne faut pas les faire aller en crise. Et donc l'idée c'est de chercher avec eux justement ce juste milieu qui permet de progresser plus vite tout en ne faisant pas des grandes crises douloureuses. Alors vous avez ça sur Internet, donc ça s'appelle gladsuisse.ch. Et une des choses que vous avez sur le site, eh bien, c'est la liste des thérapeutes certifiés. Alors, je vous ai mis celle actualisée. C'est les petits points rouges sur la carte de Genève. Donc, vous voyez qu'il y a une douzaine de cabinets de physio qui actuellement sont prêts à délivrer GLAD, donc pour les gonarthroses et les coxarthroses, quel que soit le stade radiologique de ces patients. Et avec ça, j'en termine pour aujourd'hui. Je vous remercie.